Rassemblons-nous aussi sur l'immigration. Faites-en une question bipartite une fois de plus. Un nombre record d'agents travaillent en ce moment pour sécuriser la frontière. Ils ont arrêté 8000 passeurs et saisi plus de 23 000 livres de fentanyl rien qu'au cours des derniers mois. Nous avons lancé notre nouveau plan sur les frontières le mois dernier. L'immigration illégale en provenance de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela ont diminué de 97%. Mais les problèmes frontaliers de l'Amérique ne seront pas résolus tant que le Congrès ne passera pas à l'action. Si vous n'adoptez pas ma réforme globale de l'immigration, adoptez au moins mon plan visant à fournir l'équipement et les agents nécessaires pour sécuriser la frontière. Et une voie vers la citoyenneté pour les Dreamers, les personnes en situation temporaire, les travailleurs agricoles et les travailleurs essentiels. Discours du président Joe Biden sur l'état de l'Union, 7 mars 2024. Philippe Etienne, bonjour. Bonjour. Alors, c'est notre deuxième numéro ensemble. La semaine dernière, on a parlé des États-Unis face à eux-mêmes. Alors, je le rappelle, vous avez été ambassadeur précisément de France aux États-Unis de 2019 à 2023. Là, ce discours qu'on vient d'entendre de Joe Biden, discours sur l'état de l'Union, c'est un discours de campagne, véritablement. Et ce passage est quasiment au début, d'ailleurs, de son discours. Et or, ce n'est pas forcément au départ son principal sujet, l'immigration. Et d'une certaine manière, il a été un peu piégé par Donald Trump, qui a réellement mis le sujet de campagne sur l'immigration, précisément. Est-ce que ça risque pas de se retourner un petit peu contre Biden, de faire ça, parce que sur son aile gauche, qui n'est pas forcément intéressé par ce genre de sujet, quoi. Là, on est dans un moment très tactique, le son qu'on a entendu, l'extrait. Effectivement, les Républicains mettent l'accent dans la campagne sur l'immigration. Et encore plus que le discours. Vous savez que les gouverneurs républicains du sud des États-Unis, notamment celui du Texas, ont envoyé des cars entiers d'immigrants dans les grandes villes du nord des États-Unis, y compris à New York, pour créer une espèce de crise et forcer les maires démocrates de ces villes à, en quelque sorte, demander au pouvoir fédéral de faire quelque chose pour gérer, pour contrôler l'immigration. Et face à ce thème qui effectivement est dangereux pour les démocrates dans la campagne et dans l'élection de novembre, le président américain et son équipe ont décidé de mettre au défi les républicains d'adopter des mesures bipartisanes assez dures pour contrôler l'immigration à la frontière sud, entre le Mexique et les États-Unis. Et là, Donald Trump a, en quelque sorte, donné l'instruction aux républicains de ne pas voter ces mesures parce que cela avantagerait dans le combat électoral Biden. Et Biden dit, donc vous n'êtes pas logique avec vous-même. Et vous avez raison de dire que ça peut lui créer un problème par rapport à l'aile gauche du Parti démocrate, mais je pense que le calcul, c'est que malgré quelques risques d'abstention, les démocrates, même les plus à gauche, préféreront quand même voter pour lui que de faciliter par l'abstention le retour de Trump. Et que son principal avantage tactique, c'est de montrer au reste de la population américaine que lui aussi peut être quand même un peu rigoureux sur le contrôle des frontières. Donc autrement dit, il a envoyé un contre-piège à Trump en contre-attaquant via le Congrès. Mais à l'inverse, Donald Trump, qui ne parle quasiment que d'immigration, ne risque-t-il pas d'être un peu court sur son programme? Quand bien même, vous l'avez dit lors de l'émission précédente, il était bien vu, finalement, il était mieux vu même que Biden sur les affaires économiques. Sur l'immigration aussi, les républicains sont vus comme plus... avec une marge de différence encore plus grande que par l'électorat, en tout cas d'après les sondages, comme étant plus rigoureux, plus efficace sur l'immigration. À vrai dire, la migration est un sujet extrêmement difficile à traiter. Les immigrés dont on parle aujourd'hui ne sont plus les Mexicains. Le Mexique est devenu un pays de transit pour les États-Unis. Un peu comme pour l'Europe, l'Afrique du Nord, par exemple. On trouve beaucoup de similitudes, en fait, entre des débats sur l'immigration en Europe et aux États-Unis, et beaucoup de similitudes dans les questions à traiter juridiquement, politiquement, socialement, humainement, comme les mineurs non accompagnés, par exemple, ou la possibilité de faire un pré-traitement des demandes d'asile avant l'arrivée sur le territoire. Tout ça
crée beaucoup de similitudes. Je le dis parce que j'ai négocié ces sujets aussi à Bruxelles moi-même et j'ai vu la crise des réfugiés en Allemagne quand j'étais ambassadeur à Berlin en 2015. Mais pour revenir aux États-Unis, c'est forcément un sujet au cœur de la campagne parce que c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet qui touche au modèle, je crois qu'on l'a dit lors de notre précédente rencontre, au modèle économique et social, parce que l'économie américaine a besoin de ces immigrés, mais c'est aussi, et c'est cela sur quoi jouent les républicains et notamment Donald Trump, quelque chose qui est nourri la crainte des Américains, l'angoisse devant l'avenir, cette impossibilité de contrôler la frontière sud. Et je pense qu'ils jouent même, les républicains jouent même sur ce qui est très paradoxal, hein, sur les minorités, y compris sur la communauté latino-américaine. Parce que une fois que vous êtes installé vous-même, les politologues le disent, les sociologues le disent, on n'est pas forcément satisfait ou rassuré de savoir qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont vous suivre. On l'a vu dans les derniers résultats, même aux dernières élections, les latino-américains ont voté assez majoritairement pour Trump. Enfin, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Il faut distinguer latino-américain. Vous avez en Floride un électorat latino-américain issu de Cuba, voire du Venezuela, qui a un vote politique anti-castriste, par exemple, anti-chaviste, et qui vote républicain. Les républicains présentant les démocrates comme des socialistes qui vont recréer les mêmes conditions qu'à Cuba ou au Venezuela. Le gros de l'électorat latino-américain, en fait, d'abord, il y a ceux qui sont là depuis quelque temps et qui viennent souvent du Mexique. Il y a énormément de Mexico-américains. Et puis aujourd'hui, comme on le disait, l'immigration qui passe par le Mexique vient beaucoup des petits pays d'Amérique centrale qui connaissent des crises sociales, des crises sécuritaires énormes, voire à travers la jungle qui entre dans le Panama et qui permet de passer de l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale, de toutes sortes de pays d'Amérique du Sud ou même du reste du monde. Donc c'est cette nouvelle immigration qui aujourd'hui amène Donald Trump à des déclarations extrêmement radicales, puisqu'il a accusé ces immigrés d'empoisonner le sang de la société américaine. C'est des termes extrêmement forts. Et donc c'est surtout sur ce plan un peu émotionnel que les républicains, et donc de l'angoisse de l'avenir, que la campagne républicaine se déploie. Et donc c'est, comme vous dites, ce contre-feu qu'on a entendu Biden présenter. Et aujourd'hui, trou de mémoire. Petit trou de mémoire sur ma question. Là, ça va revenir. Excusez-moi. Oui, voilà, je reviens. On fait un clap, non ? Non. C'est bon ? Ok, on y va. Et aujourd'hui, donc, ce sujet, justement, sur l'immigration, dans quels États cela risque-t-il de se jouer ? En général, il y a toujours 5 ou 6 États qui font basculer une élection aux États-Unis. Ce sujet-là précisément, quels seront les États qui vont être ceux qui vont faire basculer le vainqueur ? Alors effectivement, ce sont ce qu'on appelle les swing states, les États qui font l'élection. C'est un paradoxe pour une démocratie, une grande démocratie, que en fait la voix d'un électeur de Californie ne comptera pas parce que la Californie enverra des délégués démocrates. La voix d'un Texan, sans doute, ne comptera pas parce que le Texas enverra des délégués républicains. Et finalement, seule la voix des électeurs dans 6-7 États vont compter. Et en effet, ces États sont en particulier des États où la question de l'immigration peut peser lourd. Parce que on y trouve des États du Sud, hein, comme l'Arizona et le Nevada, qui sont 2 des swing states. Mais on trouve aussi les États du Midwest et la Pennsylvanie, où en fait l'immigration, y compris latino-américaine, est devenue très importante. On trouve des travailleurs, des immigrés latino-américains partout aux États-Unis. Et donc ces États pivots, swing states, sont aussi la Pennsylvanie, c'est le plus grand, c'est le plus important, le Michigan, le Wisconsin. Et puis, on compte également plus vers le sud-est, dans ces swing states. Alors, on avait la Floride. Maintenant, la Floride est passée, semble-t-il, de manière plus stable dans le camp républicain. Mais on a eu la Géorgie, vous vous souvenez des dernières élections, voire la Caroline du Nord. Voilà les États
qui feront, semble-t-il, la décision. Et c'est là que les sondeurs se concentrent, parce que c'est dans ces États où il faut voir si Trump ou Biden a l'avantage. Et à l'heure actuelle, on en est où là sur les sondages précisément? Alors au jour où on se parle, après son discours sur l'état de l'Union qui a montré qu'il était capable d'énergie, de mener une campagne énergique, la cote de Joe Biden s'est un peu redressée, mais il garde un certain retard dans la plupart de ses swing states. L'écart s'est réduit. Là où il est le moins en retard, voire un tout petit peu en avance, c'est le plus important, c'est la Pennsylvanie. Il met d'ailleurs, Joe Biden met toujours en avant son origine, le gars de Scranton, issu des classes populaires, né en Pennsylvanie, même s'il est élu du Delaware, qui est juste à côté. Mais bon, voilà, il garde un certain retard dans ces États swing states, mais un État en fait assez faible, la situation peut très bien s'inverser. Et aujourd'hui, par exemple, que peut un président américain pour aussi éviter cette migration côté mexicaine, mais dans leurs relations bilatérales avec le Mexique, par exemple? Quelles sont les mesures prises? C'est un aspect tout à fait fondamental, effectivement. Les présidents américains, d'abord, comme nous en Europe, on a le discours, mais qui porte plus sur le moyen et long terme, de traiter les causes de la migration. Donc, dans les États qui envoient des migrants, notamment en Amérique centrale, de stabiliser, de favoriser le développement économique. Mais en fait, l'élément le plus important du court terme, c'est pas ça. C'est l'élément de crise, c'est comment réguler le flux à travers la frontière sud. Mais il y a un petit paradoxe là. Vous venez de dire qu'ils essayent, tenter de réguler ce flux en essayant d'aider ces pays-là. Les États-Unis sont assez déstabilisateurs la plupart du temps par rapport à ces pays aussi. Alors, dans les années 50, on a vécu, et même plus récemment, dans des États d'Amérique centrale, effectivement, les États-Unis, on le sait, ont joué des cartes de politique intérieure pas toujours très transparentes pour favoriser certains leaders. Bon, la situation aujourd'hui est un peu différente. En tout cas, ils essayent vraiment, mais c'est compliqué à avoir des résultats de court terme, de stabiliser et de contribuer à la stabilisation de la situation sociale dans ces pays comme le Salvador, le Guatemala, le Honduras, où il y a cette plaie notamment des gangs, les maras, et qui sont dans des situations économiques et sociales terriblement difficiles. Mais pour revenir au Mexique, vous avez tout à fait raison. Les États-Unis ont besoin de la coopération du Mexique pour gérer avec eux ce flux à travers la frontière sud. Et donc, le dialogue entre le président mexicain et le président américain est très important. Or, il y a aussi des élections au Mexique cette année. Jusqu'à présent, le président Trump et ensuite, à la fin de son mandat en tout cas, et le président Biden ont travaillé avec AMLO, le président López Obrador, qui va être remplacé par un président, peut-être une présidente cette année. Donc ce dialogue est extrêmement important. Et ce que les États-Unis attendent du Mexique, c'est effectivement une aide pour traiter déjà sur le territoire mexicain certaines des procédures de l'immigration et de l'asile. Pardon, oui. Quel est entre Biden et Trump celui qui a eu le plus de résultats dans ce travail bilatéral? Il faut être conscient que c'est un travail extrêmement compliqué. Il faut aussi se mettre à la place des Mexicains, qui d'ailleurs eux-mêmes trouvent des arguments aussi. Par exemple, ils disent que les armes des cartels de la drogue, qui sont très puissants au Mexique, viennent des États-Unis. Vous voyez, donc qu'on soit président républicain, même Donald Trump, ou président démocrate comme Joe Biden, c'est extrêmement difficile. Vous vous souvenez que Donald Trump avait dit on va construire un mur. Bon. Le mur ne règle pas tout, on le voit bien. Hein. Quand on va dans les villes américaines comme San Diego ou comme El Paso, elles sont à la frontière avec d'autres villes mexicaines et il y a ces usines à la frontière mexicaine, les maquiladoras, qui travaillent pour l'industrie américaine. Les deux pays sont très imbriqués. J'ai pris la parole dans cette salle il y a 1 an, quelques jours seulement après que Vladimir Poutine a lancé son attaque brutale contre l'Ukraine.
Un assaut meurtrier évoquant les images de la mort et de la destruction subie par l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de Poutine a été un test historique, un test pour l'Amérique, un test pour le monde. Allions-nous défendre les principes les plus élémentaires? Allions-nous défendre la souveraineté? Allions-nous défendre le droit des peuples à vivre sans tyrannie? Allions-nous prendre la défense de la démocratie? Car cette défense est importante pour nous parce qu'elle maintient la paix et empêche les agresseurs potentiels qui menacent notre sécurité et notre prospérité d'avoir les coups des franches. 1 an plus tard, nous connaissons la réponse. Oui, nous allions le faire. Discours du président Joe Biden sur l'état de l'Union, 7 mars 2024. Philippe Etienne, donc là on est dans un autre moment du discours de Joe Biden. Alors oui, nous allions le faire, néanmoins là il y a un petit problème, le Congrès a du mal à faire passer une ligne de budget pour réarmer l'Ukraine dans les prochains jours, semaines, mois. Dans le même temps, Trump, lui, il a carrément promis qu'il ne ferait pas grand-chose, en tout cas. Oui, qu'il arrêterait la guerre. Qu'il arrêterait la guerre en même temps, voilà. Mais est-ce que c'est tenable de réussir à arrêter la guerre sans... Enfin, de quelle manière il va le faire, en fait? Alors, en fait, c'est effectivement un moment très délicat parce que, d'abord, le soutien à l'Ukraine risque de devenir une ligne de clivage, est déjà une ligne de clivage politique, et les républicains les plus durs en font un point intérieur, avec 2 arguments qu'ils utilisent dans le combat politique. Premièrement, l'argent américain, on doit l'utiliser aux besoins des Américains. Il ne faut quand même pas oublier que sur les 60 milliards de dollars dont on parle, cette fameuse ligne qui n'est pas encore, à l'heure où nous parlons, votée, il y en a, je crois, 48 milliards pour des commandes de matériel américain qui vont quand même à l'industrie américaine, et 12 milliards d'aide directe à l'Ukraine. Donc c'est un argument un peu rhétorique. Bon, enfin, c'est l'argument utilisé. Mais il y a un autre argument qui est présenté comme plus stratégique au plan international, c'est que la priorité des États-Unis aujourd'hui, c'est la concurrence avec la Chine. Et que cette guerre d'Ukraine n'est pas une guerre qui est une priorité, qui devrait être une priorité pour les Américains. C'est plus une priorité pour les Européens, disent-ils. Et là, le président Biden répond que, en fait, c'est une guerre qui concerne aussi les États-Unis, puisque c'est en fait une dictature qui a envahi un voisin qui est démocratique, qui a élu ses dirigeants. Et puis, bon, on peut aussi dire que c'est une violation de tous les principes de l'ordre international. En fait, en plus commis par un membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie. Donc voilà, il y a ce débat sur en quoi cette invasion de l'Ukraine par la Russie concerne les États-Unis. Et le problème, c'est que c'est un peu devenu un clivage politique, même si beaucoup de républicains considèrent qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Donc le problème, c'est que la majorité républicaine est tellement faible à la Chambre que c'est très difficile au président de la Chambre, le Speaker, qui est un républicain, de faire passer ce genre de décision, même avec l'appui de démocrates, sans être à son tour, comme son prédécesseur McCarthy, mis à la porte par son propre groupe politique, le groupe des Républicains. Si Trump passait, concrètement, ce serait quoi le processus, là? Alors, j'allais dire un peu facilement, il faut le lui demander, mais je pense que ce qu'il a laissé entendre, c'est que il dirait que voilà, on arrête la guerre, donc on arrête le soutien à l'Ukraine, et puis on est à la disposition. Mais arrêter le soutien à la guerre, ça ne veut pas forcément dire arrêter la guerre. Je suis bien d'accord avec vous. Encore faut-il que Poutine le veuille. Vous me demandez ce qui est proposé de ce côté-là. Et donc, j'ai l'impression que moi, ce que j'ai observé quand j'étais ambassadeur et que Donald Trump était président, il a souvent dit il était prêt à faire la paix, à réunir les gens, et voilà. Il s'est présenté comme faiseur d'accords. Un deal maker, vous savez d'où il vient. Ce qui n'est pas fou, hein, les accords d'Abraham, par exemple. Il a écrit un livre, l'art du deal, hein, c'est son grand succès en librairie. Donc ce qu'il a fait au plan intérieur, il l'a projeté à l'extérieur aussi. Alors vous avez raison, ses équipes sont parvenues aux accords d'Abraham. Bon, il a eu un peu moins de succès sur d'autres sujets, par exemple avec l'Iran, il est sorti d'accords multilatéraux comme l'accord de Paris sur le climat, mais lui c'est plutôt
faire des deals entre lui et quelqu'un d'autre, ou entre deux personnes à l'étranger qui ne sont pas d'accord entre elles. Il y a un petit paradoxe quand même dans sa posture. Moi, j'entends bien qu'il pense aux Chinois avant tout, aux dangers chinois. Mais imaginons que, comme il l'a plus ou moins dit d'ailleurs, il a dit qu'il y aurait une sorte de retrait par rapport à l'OTAN dans le cadre de l'Ukraine. S'il fait ça, et que imaginons que Xi Jinping, qui en début d'année a annoncé qu'il ne serait pas contre que le Taïwan revienne dans le giron rapidement, imaginons que quelque chose de l'ordre d'une attaque sur Taïwan ait lieu, il n'est pas forcément sûr que ses alliés... alors, ces alliés européens sont certes loin d'un point de vue géographique, mais enfin, si il abandonne les Européens dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne et qu'il se passe quelque chose côté Taïwan, il risque quand même de ne plus avoir véritablement d'alliés de l'autre côté. Alors, d'abord, la priorité chinoise, c'est pas seulement Donald Trump, c'est les républicains et les démocrates. Tout le monde est d'accord là-dessus. Aux États-Unis, ça, c'est un sujet de consensus. Ensuite, vous avez raison. L'un des arguments, je ne l'ai pas cité, mais vous venez de le mentionner, pour soutenir les Européens, c'est aussi que, face à cette priorité chinoise, les Américains ont besoin de leurs alliés en Asie et en Europe. Donc oui, on pourrait évoquer aussi et puis un dernier argument, c'est que les Chinois, on leur demande de ne pas vider les sanctions contre la Russie de leur contenu en les contournant. Donc les Chinois sont dans cette discussion sur l'Ukraine par plusieurs angles. Mais bon voilà, en tout cas aux États-Unis, ça sera un sujet de la campagne électorale, et d'ores et déjà c'est un sujet au Congrès pour savoir comment voter ce paquet de 60 milliards. Est-ce que les attentats de Moscou, là, on a vu que, en tout cas la porte-parole de la Maison-Blanche, pas Biden lui-même, mais la porte-parole de la Maison-Blanche a dit que ça y est, enfin voilà, on a peut-être un ennemi commun. Est-ce que c'est une vraie main tendue ? Est-ce qu'il y a un début aussi là de retour à la diplomatie De toute façon, il faudra revenir un jour à la diplomatie. Pour l'instant, celui qui l'empêche, c'est Poutine. Vous savez les efforts qu'on a faits pour empêcher cette guerre, parce qu'il fallait les faire de toute manière pour empêcher cette invasion. Ce qui vient de se passer en Russie montre un échec de la politique de sécurité russe. D'ailleurs, Poutine a dû accepter de reconnaître que la responsabilité de Daesh, enfin ISIS, Khorasan, alors qu'on continue en Russie à essayer de mettre quand même ces affaires sur le dos des Ukrainiens aussi. Je ne suis pas sûr, vu la priorité donnée par le président russe à son action en Ukraine, ce qu'il appelle son opération militaire spéciale, son invasion de l'Ukraine, cet attentat suffise à faire un rapprochement. Mais enfin, en tout cas, ça montre qu'effectivement, nous sommes tous menacés, nous continuons à être tous menacés par le danger terroriste. Et il y a une autre dimension aussi qui paraît paradoxale chez Trump, en tout cas dans sa posture, c'est tout bonnement la relation à la Russie. C'est-à-dire que historiquement, moi je parlais avec des personnalités qui font un peu de business, qui sont des Américains, qui disent que c'est assez insupportable d'imaginer que la Russie gagne une guerre, en fait. Et cette dimension-là, psychologique, historique, est-ce qu'elle existe véritablement ou Elle existe aux États-Unis, oui. Je crois que les États-Unis ont fait d'ailleurs des erreurs d'appréciation à propos de la Russie. Certains politiques américains, autour de 2010, ont dit que la Russie était devenue une puissance moyenne. Enfin, ils n'ont pas toujours compris, je crois, ce qui se passait de ce côté-là de l'Est de l'Europe. Et donc, s'il y a chez les républicains encore la volonté de ne pas laisser Poutine gagner, c'est à cause de ce sentiment vis-à-vis de la Russie, vous avez raison. Cette rémanence d'un sentiment hostile vis-à-vis de la Russie. Dernière question. C'est quoi le meilleur candidat, le meilleur vainqueur pour l'Europe, pour la France ? Trump ou Biden ? Moi, je pense que sur ce point-là, et j'en parle comme Européen, j'ai beaucoup travaillé à Bruxelles et en Allemagne, je pense que les Européens doivent cesser aussi de décider de leur avenir en fonction de qui va être élu à droite ou à gauche, même chez leur principal allié américain. Alors bien entendu, les deux résultats possibles, Biden, Trump, n'auront pas les mêmes résultats, notamment à court terme.
On voit bien que le discours de Donald Trump, qui reviendrait à un discours qu'il a déjà eu quand il était président entre 2016 et 2020, extrêmement agressif sur le plan commercial notamment, qui annonce des droits de douane faramineux, puis on va retomber probablement sur des conflits sur le numérique, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le conflit sur le projet de taxe numérique. Entre-temps, l'Europe a adopté des règlements sur les contenus, la modération des contenus, sur les positions de marché monopolistiques des grandes plateformes américaines et chinoises. Bon. Donc tout ça va fournir du contentieux de l'opposition, et puis la déclaration de Trump sur l'OTAN, il est un peu revenu dessus. Bon. Donc les conséquences à court terme, en effet, ne seront pas les mêmes. Mais sur le long terme, finalement, les Européens, ils ont, à mon avis, un boulot à faire, vu le monde tel qu'il est. C'est de renforcer leurs éléments d'influence, et n'ayons pas peur du mot, de puissance. S'ils veulent garder la maîtrise de leur... si nous, Européens, nous voulons garder la maîtrise de notre destin, il faut qu'on s'en donne les moyens, quel que soit le président élu aux États-Unis, pour 4 ans. Il y a des élections aux États-Unis tous les 2 ans. Et les présidents sont élus ou réélus tous les 4 ans. Nous, on doit savoir, en Europe, se placer aussi sur un horizon de temps un peu plus long. Et je crois qu'il est largement temps de bouger. On voit des signes dans ce sens, d'ailleurs. Après l'invasion de l'Ukraine, les dirigeants européens ont donné des signaux. Ils viennent encore d'en donner sur le dossier de la défense européenne, qui va peut-être enfin bouger. Je crois qu'en effet, on a toutes les raisons de décider pour nous. Et pour le Moyen-Orient, c'est quoi le mieux dans la guerre israélo-gaza qui a lieu à l'heure actuelle? Le mieux, c'est une solution politique, bien sûr, que l'administration américaine favorise, et que les Européens, parfois, qui ont du mal parfois à se... Mais que ce soit Biden ou Trump, ça ne sera pas du tout le même projet. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, encore que. Les données de fond sont les mêmes. Les accords d'Abraham, qui ont été un succès, n'ont quand même pas réussi, on le voit maintenant, à régler la question israélo-palestinienne. Ils l'ont même mise de côté, et finalement, elle existe toujours. Donc, le mieux, c'est effectivement que les Américains, les Européens, avec les pays de la région, notamment des pays arabes comme la Jordanie, l'Égypte, les pays du Golfe, se mettent d'accord pour pousser à une solution politique durable, la solution à 2 États. Est-ce que ça risque de venir dans la campagne d'ici novembre, si la guerre continue, si Netanyahou... Oui, alors, dans la campagne américaine, cette question du Proche-Orient vient chez les démocrates, et c'est compliqué à gérer pour le camp démocrate. Parce que, par rapport aux décennies surtout précédentes, l'opinion démocrate a évolué du parti des militants, des électeurs, notamment chez les jeunes, sur les campus, de manière de plus en plus défavorable par rapport au soutien à Israël. Et donc, ça oblige l'administration, on a même vu des gens démissionner dans l'administration fédérale sur la politique américaine de soutien à Israël. Alors évidemment, pour les Républicains, c'est un avantage. Les Républicains affichent sans nuance le soutien à Israël et espèrent que cette guerre mettra en difficulté les démocrates. C'est la raison pour laquelle l'administration a fini par ne pas bloquer une résolution au Conseil de sécurité sur le cessez-le-feu. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Biden essaye de jouer un rôle aussi très actif, aussi actif que possible, pour aboutir non seulement à un cessez-le-feu, mais à la relance d'une solution politique. Philippe Etienne, merci beaucoup. Pour conclure, comme d'habitude, on vous a demandé de choisir. Alors là, il n'y en a pas un, mais il y a 3 bouquins que vous avez choisis. Moi, écoutez, je vous laisse faire. Je vais être très rapide parce que je sais que j'ai droit à un seul livre. Je vais citer 2 livres de la littérature américaine que j'adore parce qu'ils donnent un sens à ce pays et finalement, ils rendent aussi optimiste. De Harper Lee, To Kill a Mockingbird. C'est l'histoire bouleversante dans le sud profond, en Alabama, vue à travers les yeux d'une petite fille, la fille du héros principal, d'un avocat qui défend Atticus, qui défend un noir injustement condamné du viol d'une jeune femme blanche.
Et il y a cette scène incroyable où la jeune fille va voir son papa qui a gagné la prison parce qu'il sait qu'il y a une foule qui va essayer de lyncher le jeune noir. Et c'est la petite fille qui parle à ceux qui sont venus faire ce lynchage et qui les dissuade. C'est un très beau film, c'est un très beau livre, pardon, sur l'humanité, mais aussi sur finalement ces ferments qui font que même dans les pages les plus sombres de l'histoire et de l'histoire des États-Unis, il peut y avoir cette humanité, cet amour. Et l'autre livre, c'est Sur la route, On the Road, de Jack Kerouac, le symbole de la Beat Generation. J'ai adoré ce livre et j'ai adoré retrouver les traces de Jack Kerouac, notamment à Denver. Et à la fin, il décrit ce que représente l'Amérique. Il est revenu chez lui, à côté de New York, et il dit, voilà, c'est le soir, la nuit, le soleil se couche, et je pense à ces paysages américains que j'ai retraversés de nombreuses fois, jusqu'à la côte ouest, à travers le Midwest, les Rocheuses. Ça, c'est aussi une très belle évocation de l'Amérique. Mais la citation, je la prends d'un troisième livre. J'ai eu la chance de rencontrer un héros du 11 septembre qui a sauvé des tas de gens dans les Twin Towers. C'était le chef de la brigade de pompiers de Manhattan qui est arrivé le premier. Je l'ai décoré d'une décoration française. C'est le chef Pfeiffer, Joseph Pfeiffer. Et je vais lire sa dédicace. Elle m'a beaucoup ému et je trouve que c'est aussi un signe d'optimisme pour l'avenir. Alors je la traduis parce qu'elle est écrite en anglais. Ambassadeur Étienne, nos deux pays ont grandi ensemble et sont devenus de plus en plus proches à travers des tragédies. Nous honorons nos héros du quotidien, nos héros ordinaires, et ensemble nous nous préparons aux prochaines épreuves. C'est seulement à travers la bonté et l'unité que nous pourrons changer le monde. Ça, c'est le résultat aussi d'un des événements les pires de l'histoire des États-Unis et de l'humanité, et enfin en tout cas du monde du XXIe siècle. C'est l'attentat du 11 septembre. Voilà. Excusez-moi d'avoir été un peu disert sur ces citations littéraires. Pas du tout. Merci beaucoup, Philippe Etienne. Merci.